20 minutes avant mon mariage, mes parents m'ont annoncé que je ne pourrais pas m'avancer vers l'hôtel tant que je n'aurais pas donné la moitié de mes économies à ma sœur. Maman a dit, elle a dû te regarder obtenir tout ce qu'elle voulait. Papa a ajouté, paye-la, ou nous dirons aux invités que tu nous as volé. J'ai répondu, faites-le. 30 secondes plus tard, le micro à l'extérieur s'est allumé. C'est à ce moment précis que maman a commencé à paniquer. Je m'appelle Jade Rowley, j'ai 34 ans. Si vous avez déjà été la personne silencieuse qui payait pour tout et qu'on traitait quand même de voleuse, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous. Pour comprendre pourquoi j'ai dit « faites-le » sans que ma voix ne tremble, il faut remonter 6 ans en arrière, à la semaine où la banque a failli saisir la maison, et au choix que j'ai fait en environ 4 minutes qui m'a transformé en la personne à qui ma famille pouvait envoyer la facture. Je vends des immeubles pour gagner ma vie de l'immobilier commercial, principalement des centres commerciaux de quartier, des cabinets médicaux, le genre de mètres carrés sans relief qui font tourner une ville. Mon travail consiste à savoir exactement 2 choses sur n'importe quelle adresse, qui paye pour cela, et dont le nom figure sur le papier. Ce ne sont pas les mêmes choses. Les gens les confondent tout le temps. Un homme peut vivre dans une maison pendant 30 ans sans en posséder le moindre clou. Une femme peut assumer un prêt immobilier pendant 6 ans sans jamais apparaître une seule fois sur l'acte de propriété. Dans ma famille, cette femme, c'était moi. Je ne le disais simplement pas à voix haute, car dans ma famille, la personne qui payait n'était jamais censée le mentionner. Ma grand-mère m'a enseigné la première version de cette leçon, même si elle aurait détesté la façon dont je l'ai utilisée. Grand-mère Nora a vécu avec mes parents ces dernières années, dans la chambre du fond qui sentait la crème de beauté et les vieux livres de poche. Elle est morte en 2018. Avant cela, elle avait l'habitude de me donner des choses, un plat à gratin qu'elle voulait que je rapporte, un billet de 20 $ plié en 4, une fois une clé de rechange de la porte d'entrée pour que je puisse entrer vérifier comment elle allait sans attendre que quelqu'un réponde. N'importe qui peut habiter dans une maison, ma chérie, disait-elle le jour où elle m'a donné cette clé. L'entretenir, c'est le travail pour lequel personne ne te remercie. J'ai gardé cette clé sur mon trousseau. Je l'ai gardée là pendant des années. Je ne pensais pas à ce qu'elle signifiait. C'était juste la clé que j'utilisais quand ma mère m'appelait et que quelque chose était cassé. Grand-mère Nora était la seule personne dans cette maison qui m'ait jamais regardé comme une enfant plutôt que comme une ressource. Elle avait été elle-même la réparatrice de la famille en son temps, dans sa propre génération. Je ne l'ai compris que plus tard. Et elle a reconnu en moi la forme d'une personne que l'on transformait discrètement en la même chose. Elle ne l'a jamais dit ouvertement. Ce qu'elle faisait était plus subtil. Elle remarquait. Quand je renonçais à quelque chose et que tout le monde passait à autre chose comme si de rien n'était, elle croisait mon regard et le soutenait pendant une seconde. Et ce regard disait, « J'ai vu. Cela t'a coûté quelque chose. Ça compte. » C'est le seul endroit de mon enfance où je me souviens avoir été vu sans être en même temps utilisé. Vers la fin, quand elle restait la plupart du temps dans la chambre du fond et que je venais m'asseoir avec elle, elle a dit une chose que je n'avais pas comprise à l'époque. Elle m'a pris la main et a dit, « Ne les laisse pas faire de toi toute la famille, Jade. Une personne ne peut pas être une famille entière. Cela va t'écraser. » J'avais une 20aine d'années. Je pensais qu'elle divaguait. Ce n'était pas le cas. Elle avait vu cela lui arriver à elle-même, et elle essayait, depuis la fin de sa vie, de me mettre en garde contre le même chemin. J'aurais aimé l'écouter plus tôt. Mais peut-être que certains avertissements, on ne peut les entendre qu'après avoir marché assez loin sur la route pour voir où elles mènent. Parce que c'était l'arrangement, et cela a commencé si tôt que je ne l'ai jamais vu débuter. Personne dans ma famille n'appelait pour demander comment j'allais. Ils appelaient quand quelque chose avait besoin d'être réparé, une chaudière, une voiture, un trou dans les frais de scolarité, le billet d'avion d'un cousin. Mon téléphone s'illuminait avec le mot « maman », et je sentais mes épaules s'affaisser de la même façon dont on se prépare avant de soulever une charge lourde, parce que je savais déjà que cet appel n'était pas un simple appel, c'était un ordre de travail. J'ai appris à répondre avec un stylo déjà à la main. Nous étions 2, ma sœur et moi. Paige a 3 ans de moins que moi. Si vous posiez nos enfances côte à côte, vous penseriez que nous avons grandi dans 2 familles différentes. Et d'une certaine façon, c'était le cas. J'étais celle qui pouvait tout gérer. Paige était celle qui ne le pouvait pas. Ce rôle nous a été attribué avant même que l'une ou l'autre ne soit assez âgée pour le contester. Et une fois attribué,
tout s'est organisé pour y correspondre. Quand j'obtenais un A, c'était normal. Quand Paige réussissait un examen, c'était un triomphe. Quand j'avais besoin de quelque chose, on me disait d'être patiente. Quand Paige avait besoin de quelque chose, toute la maison se réorganisait autour de son besoin. Tu es capable de gérer ça, Jade, disait ma mère. Et elle le disait comme un compliment. Il m'a fallu 30 ans pour l'entendre pour ce que c'était réellement, c'était une facture à mon nom que j'étais censé payer d'avance et ne plus jamais mentionner. Quand j'avais 12 ans, j'ai économisé pendant presque un an pour m'acheter un vélo, un modèle bien précis, bleu, avec des freins au guidon, dans la vitrine d'un magasin devant lequel nous passions pour aller à l'église. J'ai tondu des pelouses pour cela. Je comptais l'argent dans une boîte de café en fer blanc sur ma commode. Et la semaine précédant le moment où j'allais avoir la somme, Paige a eu besoin d'un appareil dentaire, et il y avait un reste à charge que l'assurance ne couvrait pas. Ma mère m'a assise et m'a expliqué gentiment que la famille s'entraide, et que je voulais sûrement que ma sœur ait un beau sourire, et que cela signifierait tellement, et que j'étais tellement gentil pour ce genre de choses. Je lui ai donné la boîte de café. Je me suis convaincu que je le voulais. J'avais 12 ans. Paige a eu son appareil dentaire. Je n'ai jamais eu le vélo. Et plus important encore, personne n'a plus jamais reparlé du vélo, parce que la règle dans notre maison était qu'une fois que vous renonciez à quelque chose pour la famille, le mentionner plus tard était ce qui faisait de vous quelqu'un d'égoïste. Vous payiez, puis vous effaciez le reçu vous-même à voix haute pour que personne d'autre n'ait à en ressentir le poids. C'était la machine, et elle a fonctionné grâce à moi pendant des décennies. Ce n'était pas de la cruauté à proprement parler. Mes parents auraient été sincèrement blessés si vous aviez appelé cela ainsi. C'était une croyance réelle et sincère que la famille était un corps unique, et que tout ce que possédaient les parties fortes était dû aux parties faibles, que j'étais la partie forte et que Paige était la partie faible. Et l'arithmétique suivait tout simplement à partir de là. Ma mère ne pensait pas qu'elle me prenait quelque chose, elle pensait qu'elle rétablissait l'équilibre entre nous. Et on ne peut pas convaincre une personne d'abandonner une équation qu'elle a décrétée comme étant de la justice. Mon père a travaillé dans les opérations d'entrepôt la majeure partie de sa vie, chef d'équipe, puis superviseur, régulier, silencieux, parti à 5 heures tous les matins. Ma mère vendait des produits, des comptoirs de cosmétiques, un showroom de meubles, plus tard une boutique dont elle parlait comme s'il s'agissait d'une multinationale. Ce qu'elle gérait réellement, c'était le récit. C'était elle qui décidait de l'image de la famille vue de l'extérieur. Quelle version de chaque événement était répétée lors des réunions de famille jusqu'à ce qu'elle se fige en fait avéré. Si vous vouliez savoir ce qui s'était passé dans notre famille, vous ne demandiez pas ce qui s'était réellement passé, vous demandiez à ma mère, et alors vous saviez ce que vous aviez le droit de dire. Je suis parti de la maison à 18 ans, j'ai financé mes études moi-même et j'ai atterri dans l'immobilier presque par accident, un poste de réceptionniste dans une agence qui s'est transformée en licence professionnelle, puis en une véritable carrière. Au début de la trentaine, j'avais bâti quelque chose. Pas une fortune, mais un matelas de sécurité. Je vivais en dessous de mes moyens parce que pour pouvoir dire « oui » à ma famille, il fallait toujours avoir quelque chose sous la main avec quoi répondre « oui ». Je me disais que c'était de la générosité. Avec le recul, cela ressemblait plutôt à garder le réservoir plein pour une voiture qui ne servait qu'à conduire d'autres personnes ailleurs. Il y a eu une douzaine de versions de cette boîte de café après mon enfance, juste avec des montants plus élevés. Quand Paige a embouti sa voiture à 24 ans, il était convenu que je participerais à l'achat de la suivante. Pas demandé, convenu. La demande arrivait sous la forme d'un soupir de ma mère au téléphone, déplorant que Paige ne puisse pas aller travailler, que c'était tellement dommage, et quelle chance que je réussisse si bien. J'ai payé la moitié de cette voiture. Quand une réunion de famille a nécessité un acompte que personne d'autre ne pouvait avancer, je l'ai avancé. Quand le chauffe-eau de mes parents a lâché en plein mois de janvier, c'est moi qui ai appelé le plombier et lui ai lu mon numéro de carte bancaire au téléphone pendant que mon père regardait, debout dans le sous-sol. Chaque fois, l'argent quittait mon compte pour se dissoudre dans la famille, et chaque fois, c'était recadré presque instantanément, non pas comme un don de ma part, mais comme un événement météo naturel. Ma mère avait une façon bien particulière de me remercier qui n'était pas un remerciement, « Je ne sais pas ce que cette famille ferait sans toi », disait-elle. Et cela sonne chaleureux, jusqu'à ce que vous l'ayez entendu 200 fois et ayez compris qu'il ne s'agit pas du tout de gratitude, c'est une fiche de poste. Je tenais un décompte mental que je ne m'autorisais jamais à additionner.
c'est le piège quand on est la personne responsable, vous n'avez pas le droit de connaître le total, parce que connaître le total pourrait vous faire arrêter, et tout l'édifice repose sur le fait que vous ne vous arrêtiez jamais. Puis est venue l'année 2019 et ce coup de téléphone qui n'en était pas un. Mon père a perdu son emploi ce printemps-là, pas licencié pour faute, mais l'usine réduisait ses effectifs et les hommes de son âge étaient les moins coûteux à supprimer. Il avait 60 ans. Il n'a pas retrouvé d'autre poste de superviseur et a cessé de chercher. Le foyer qui avait toujours fonctionné avec une marge très mince s'est mis à tourner avec rien du tout. Ma mère ne m'a rien dit de tout cela. Elle racontait aux proches que mon père faisait du « conseil », son mot poli pour désigner le chômage. Et elle ne me disait rien à moi, car ne rien me dire était sa façon de garder le récit immaculé. J'ai découvert la vérité comme je découvrais toujours tout, quelque chose s'est brisé. C'était un mardi. Elle m'a appelé pour me demander de passer, d'une voix enjouée de cette façon bien précise qui signifiait que tout allait mal. Quand je suis arrivé, mon père était dans le garage à ne rien faire de particulier, et ma mère m'a tendu une pile de courriers qu'elle avait l'intention de trier. Vers le haut de la pile se trouvait une lettre de Cascade Home Loans. J'ai lu la première ligne. Puis j'ai lu la deuxième. Et la deuxième ligne contenait le mot « saisie immobilière », une date et un montant correspondant à 3 mois d'impayés assortis de pénalités. Je me souviens d'être resté debout dans leur cuisine, tenant cette lettre. Et je me souviens de ma mère observant mon visage pour voir ma réaction. Elle ne m'a rien demandé. Elle ne demandait jamais directement. Demander directement aurait transformé cela en une transaction, et les transactions peuvent être refusées. Elle a simplement laissé la lettre entre mes mains, a laissé le silence s'étirer longuement, et a murmuré « On ne parle pas de cela aux gens. La famille garde ses affaires à l'intérieur. » Cette année-là, j'avais exactement la somme nécessaire pour couvrir la dette. J'ai mis en place un prélèvement automatique depuis mon propre compte bancaire vers Cascade, $1850 par mois. Et je me suis dit que c'était temporaire, juste le temps que papa retrouve quelque chose, juste le temps qu'il se remette sur pied. Je veux être honnête sur cette partie, car cela compte, personne ne m'a forcé la main. J'ai choisi de le faire. J'ai choisi de le faire en environ 4 minutes à leur table de cuisine, parce que j'étais celle qui pouvait assumer. Et parce qu'une part de moi pensait que si je maintenais la maison debout, il finirait par voir que c'était moi qui la maintenais debout. Le prélèvement automatique a continué pendant les 6 années suivantes. Si vous avez déjà été la personne que votre famille n'appelle que lorsque quelque chose est cassé et jamais quand quelque chose va bien, je pense que vous savez déjà ce que l'on ressentait dans cette cuisine. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous réfléchissiez à une question, car tout le reste en dépend, dans votre foyer d'enfance, qui était la personne responsable? Et est-ce que quelqu'un l'a jamais réellement remercié? Parce qu'être la personne responsable, je l'ai appris plus tard, à un coup que personne ne détaille pour vous avant qu'il ne soit bien trop tard pour renvoyer la facture. Voici à quoi ressemble 6 ans lorsque vous les posez par écrit ce que j'ai fait, étant la personne que je suis, 72 paiements, plus de $130 000. Cet argent quittait mon compte le même jour chaque mois, en silence, de la même façon que le loyer quitte les comptes des gens qui ne possèdent rien. Je n'ai jamais donné le total cumulé à mes parents. Je ne l'ai dit à personne. Je conservais chaque email de confirmation dans un dossier que je n'examinais pas de trop près. Et si vous m'aviez demandé pourquoi je les gardais, je n'aurais pas eu de réponse. Je me disais que c'était une habitude, dans mon métier, on garde des archives. Je ne me demandais simplement pas pour quel dossier j'étais en train de monter un plaidoyer. Mon père n'a jamais repris de véritable travail. Il a fait quelques heures à temps partiel ici et là, un magasin de bricolage, un contrat comme chauffeur pour un fournisseur de pièces détachées. Mais le prêt immobilier est resté à ma charge. Avec le temps, cet arrangement a cessé d'être une urgence pour devenir simplement le cours normal des choses. C'était un fait acquis, au même titre que c'était moi qui apportais le bon vin à Thanksgiving et moi qui transportais la vieille commode de grand-mère à travers la ville quand il refaisait la chambre d'amis. J'étais un mur porteur. Et le propre d'un mur porteur, c'est que personne dans la maison n'y pense. On y accroche des tableaux, on y adosse des meubles, et jamais on ne se demande ce qui retient le plafond. On n'y pense que le jour où il s'effondre. 2 fois au cours de ces 6 années, ils ont demandé des suppléments en plus du prêt, et les 2 fois, j'ai dit oui. Une fois pour Paige, un prêt pour une formation diplômante qu'elle a commencé et jamais terminée. Une autre fois pour mon père, une facture médicale que ma mère a décrite avec une voix savamment dosée pour qu'un refus ressemble à le laisser mourir. J'ai payé les 2.
Je me disais que le prêt partait déjà tous les mois, qu'était-ce qu'un peu plus? C'est ainsi que cela fonctionne, une fois que vous avez décidé que vous êtes celle qui paye, chaque nouvelle demande ressemble à une simple erreur d'arrondi comparée à un total que vous refusez de regarder en face. Le plus étrange était la façon dont cela est devenu ordinaire. Je m'asseyais pour le dîner du dimanche dans cette maison, la maison que mes versements maintenaient debout, et j'écoutais ma mère parler de combien la situation était difficile, à quel point c'était dur pour mon père, combien elle priait pour qu'il ne perde pas tout. Et pas une seule fois en 6 ans elle n'a jeté un regard à travers la table à la personne qui veillait à ce que cela n'arrive pas. Ce n'était pas de l'ingratitude au sens strict, c'était plutôt que j'étais devenu une partie intégrante de la maison. On ne remercie pas les fondations. On ne les voit même pas. On vit simplement dessus en tenant pour acquis qu'elles seront toujours là. J'ai failli arrêter une fois, au bout de 3 ans. Owen et moi commencions à devenir sérieux, et pour la première fois, j'imaginais un avenir avec sa propre trajectoire, un avenir qui aurait besoin de cet argent que j'injectais discrètement dans la maison de mes parents chaque mois. Je me suis assise pour écrire un message à ma mère. J'en ai même rédigé le brouillon, quelque chose sur le fait de devoir réduire ma contribution, en espérant qu'il comprendrait, en me demandant si les heures de papa ou le travail de pêche pourraient combler une partie de la différence. Je ne l'ai jamais envoyé, parce que j'ai fait l'erreur d'imaginer ma mère en train de le lire. Et je savais exactement ce qui s'ensuivrait, la voix blessée, les complaintes sur la précarité de leur situation, la façon dont elle présenterait mon désengagement comme un abandon, comme si je choisissais un homme au détriment de mes propres parents. Comme si la fille forte avait finalement décidé qu'elle était devenue trop bien pour la famille qui l'avait élevée. Je n'ai pas pu. J'ai supprimé le brouillon et laissé le paiement continuer. C'est ce que les gens qui ne l'ont jamais vécu ne comprennent pas à propos de la culpabilité, il est moins coûteux de payer avec de l'argent que de payer avec ce sentiment. Pendant des années, j'ai continué à choisir l'argent. C'était sincèrement la facture la moins douloureuse. Paige est revenu vivre dans cette maison en 2021 et n'en est plus jamais reparti. Une rupture amoureuse, puis la perte d'un emploi, puis d'un autre. Et mes parents l'ont recueilli de la façon dont on recueille quelqu'un que l'on a décrété fragile de manière permanente, sans aucune attente de contribution. Comme si lui demander de payer sa part de quoi que ce soit relevait de la cruauté. Elle ne payait pas de loyer. Elle ne payait pas de charges. Elle utilisait la même clé de porte d'entrée que moi, sauf qu'elle utilisait la sienne pour rentrer chez elle, et j'utilisais la mienne pour venir réparer des choses. Nous entrions toutes les deux dans cette maison durant toutes ces années, mais nous ne faisions pas la même chose. Je veux être juste envers ma sœur, parce qu'il serait facile de ne pas l'être et parce qu'un mensonge sur elle ne m'aiderait pas à dire la vérité sur le reste. Paige ne s'est pas réveillée un beau matin en décidant de me prendre mon argent. Elle a été élevée à l'intérieur d'un récit où tout lui était dû, et elle a cru à cette histoire comme on croit à son propre nom. Si j'avais quelque chose de bien, l'arithmétique familiale décrétait qu'il lui manquait exactement la même chose et que quelqu'un devait rectifier le tir. Ce quelqu'un devait invariablement être moi. On lui avait répété toute sa vie que j'étais la forte, ce qui signifiait qu'on lui avait répété que je m'en sortirais toujours, et donc qu'elle n'avait jamais à imaginer que je puisse souffrir. On ne peut pas se sentir coupable de prendre à une personne que l'on vous a appris à considérer comme inépuisable. Il y a eu un dîner, l'hiver où je me suis fiancé, où j'ai compris jusqu'où cela allait. J'ai mentionné sur un ton léger qu'Owen et moi avions versé un acompte pour un lieu de réception. Ma mère a dit, ça doit être agréable. Ni chaleureux, ni cruel, juste une petite porte qui se ferme. Et Paige, poussant la nourriture dans son assiette, a ajouté, c'est facile d'être généreux quand on en a les moyens. Certains d'entre nous essaient encore de rattraper leur retard. Elle a dit cela comme s'il y avait une course avec une ligne d'arrivée et que j'avais volé un départ anticipé. Je me souviens de l'avoir regardée en pensant, rattraper quel retard? Quelle ligne croyait-elle que j'avais franchie? J'ignorais encore que quelqu'un lui avait déjà promis la mienne. Il y avait une conversation de groupe familial, le genre que chaque famille a aujourd'hui. Et si vous vouliez un guide de terrain pour comprendre comment fonctionnait la mienne, il suffisait de la faire défiler. Quand Paige publiait un message sur une mauvaise semaine, le fil se remplissait de cœurs, de prières et d'offres d'aide. Quand elle a décroché un emploi à temps partiel à une réception, ma mère l'a annoncé comme une promotion et tout le monde a fêté cela. Quand j'ai mentionné une fois que j'avais conclu la plus grosse vente de ma carrière, ma mère a répondu, c'est bien, ma chérie. Tellement fière. Et dès le message suivant, elle a enchaîné en me demandant si je pouvais venir voir une fuite dans la salle de bain des invités. Ma victoire a eu droit à une ligne, la fuite a eu droit à un paragraphe.
Je remarquais ce genre de choses, je les archivais et je me disais que j'étais trop sensible. Mais je ne suis pas une personne sensible par profession, je suis quelqu'un qui rapproche des chiffres, et quelque part en moi, un grand livre de comptes refusait silencieusement d'équilibrer le bilan. Attention reçue, attention donnée, argent entrant, argent sortant. D'un côté de la famille, tout affluait vers Pège, la compassion, les ressources, le bénéfice systématique du doute. De l'autre côté, tout s'écoulait hors de moi. Et pendant des années, j'avais supposé que c'était simplement parce que j'étais celle qui avait de quoi donner. Il m'a fallu un temps honteusement long pour envisager l'autre explication, ce flux n'était pas une réponse à ce que chacun possédait, ce flux était le but en soi. Je dois vous parler d'Owen, parce qu'il est la raison pour laquelle j'ai fini par m'arrêter, et parce qu'il représente la frontière entre les deux moitiés de ma vie. J'ai rencontré Owen Marsh en 2022. Il est ingénieur en génie civil, ce qui signifie qu'il passe lui aussi ses journées à réfléchir à ce qui fait tenir les structures debout, bien qu'il soit plus bienveillant que moi à ce sujet. Nous avons été ensemble 3 ans avant de nous fiancer en septembre 2025. Et pendant tout ce temps, il m'a posé une question que ma famille ne m'avait jamais posée, il m'a demandé comment j'allais. Pas comment je pouvais aider, mais comment j'allais, moi. La première fois qu'il l'a demandé et qu'il a réellement attendu la réponse, je n'ai pas su quoi dire, parce qu'on ne me l'avait jamais demandé d'une manière qui attendait une vraie réponse. Il m'a confié un jour, au début, qu'il avait grandi dans une maison où personne ne comptait les points. Cela me paraissait inventé de toutes pièces. Je lui ai demandé ce qui se passait quand quelqu'un en faisait plus que sa part. Et il m'a regardé comme si j'avais demandé ce qui se passe quand il pleut à l'intérieur, on le remercie, tout simplement, a-t-il dit, et ensuite on essaie d'en faire plus la fois suivante. Je me souviens avoir pensé que c'était un conte de fées, que les familles ne fonctionnaient pas réellement ainsi, que quelqu'un était toujours la personne qui payait. Il m'a fallu longtemps pour comprendre qu'il ne décrivait pas un conte de fées, je décrivais la chose pour laquelle je n'avais jamais eu de mots. La chose que ma famille m'avait appris à croire inexistante, un endroit où le fait d'être serviable ne vous transformait pas en une ressource exploitable, où l'on pouvait poser son fardeau sans que personne ne traite cela de vol. Il ne m'a jamais poussé au sujet de ma famille. C'est un point important, il n'a jamais posé d'ultimatum ni ne m'a obligé à choisir. Il a simplement continué, avec constance, à être une preuve vivante que la façon dont on m'avait traité n'était pas la seule manière d'être traité. Que cet épuisement que j'avais normalisé n'avait, en réalité, rien de normal. Chaque fois que je rentrais de cette maison avec une fatigue qui n'avait rien à voir avec le trajet en voiture, Owen était là, sans rien tenter de réparer, simplement présent. Et lentement, au fil des années, sa décence ordinaire a accompli ce qu'aucun argument n'aurait pu faire, elle m'a donné un point de repère. Une fois que vous savez ce que l'on ressent quand on a de la valeur pour quelqu'un, vous pouvez enfin voir par contraste ce avec quoi vous avez composé jusque-là. Owen était au courant pour le prêt immobilier. Je le lui avais dit très tôt, parce qu'on ne peut pas construire une vie avec quelqu'un en lui cachant un gouffre de plus de 100 000 $ dans ses finances. Il ne m'a pas jugé, mais avec les années, il a commencé à poser la question à laquelle je ne savais pas répondre, tu paies leur maison depuis plus longtemps qu'on ne se connaît, m'a-t-il dit un soir, sans colère, juste fatigué pour moi. Quand est-ce que le temporaire prend fin? Je n'avais pas de réponse. J'ai bredouillé quelque chose sur la santé de papa, sur le fait de ne pas vouloir faire d'esclandre, sur le fait que ce n'était pas si énorme une fois étalé dans le temps. Il n'a pas insisté, parce qu'il est patient. Mais la question est restée en suspens dans la pièce bien après qu'il a cessé de la poser, quand est-ce que le temporaire prend fin? Je conservais chacun de ces emails de confirmation depuis 6 ans. Et je me suis enfin autorisé à me demander ce soir-là si une part de moi ne les gardait pas parce que je savais déjà qu'un jour, la réponse à la question d'Owen aurait besoin de preuves écrites. Le faux récit courait sous tout cela comme une canalisation invisible. Je n'en attrapais que des bribes, de la façon dont on sent un courant d'air sans trouver la fenêtre. Lors d'une fête de famille, debout dans le couloir avec une assiette remplie de la cuisine de ma mère, je l'ai entendu parler à une cousine dans la pièce voisine, elle ignorait que j'étais là. Après tout ce qu'on a fait pour elle, disait-elle de cette voix patiente et blessée qu'elle réservait à ses meilleures tirades, elle a vidé notre compte et n'a jamais regardé en arrière. Mais nous ne gardons pas de rancune. Je suis resté pétrifié. Elle parlait d'un compte bancaire. Des années auparavant, j'avais 18 ans, mes parents m'avaient inscrite sur un compte d'épargne joint chez Maritan pour « aider à bâtir ton dossier de crédit ». C'était une broutille, un compte pour débuter, et dès que j'ai commencé à gagner ma vie, je l'ai utilisé moi aussi, y déposant mes salaires,
le considérant comme je considérais tout avec ma famille, à disposition. Lorsque j'ai finalement transféré mon argent sur mon propre compte personnel vers 2021, le solde que j'ai retiré était de l'argent que j'y avais déposé, mes versements, mes salaires, chaque centime. Mais dans le récit de ma mère, dans cette version répétée jusqu'à se figer comme du béton, j'avais vidé les économies familiales avant de m'enfuir. Je me tenais dans ce couloir, tenant mon assiette, l'écoutant transformer mon propre argent en argent volé, et j'ai compris une chose que je m'étais refusé à voir jusque-là, dans cette famille, je ne possédais pas mon histoire, pas plus que je ne possédais la maison pour laquelle je payais. Ma mère possédait les deux. Elle avait décidé depuis longtemps que j'étais la fille qui prenait, et aucun montant de paiement n'allait jamais changer cette histoire, parce que l'histoire n'était pas une affaire de fait, c'était une affaire de qui avait le droit de parler. Je n'ai rien dit. J'ai posé l'assiette et je suis rentré chez moi. C'était le genre de femme que j'étais alors, le genre qui s'entend traiter de voleuse et décide de ne pas faire d'esclandre. C'est une sensation étrange de préparer un mariage pendant que le sol se dérobe silencieusement sous votre famille. Owen et moi le financions entièrement nous-mêmes, environ 30 000 $, que nous avions économisé, discuté et économisé à nouveau. Mes parents n'ont pas contribué d'un centime, ce qui nous convenait très bien, sauf que le fait de ne rien payer n'empêchait pas ma mère d'avoir des avis sur tout. Un couple marié ne devrait pas garder une telle épargne pendant que la famille lutte pour s'en sortir, a-t-elle lâché un après-midi, sans crier gare, en pliant une serviette qui n'avait pas besoin de l'être. Ça ne fait pas bonne impression. J'aurais dû lui poser la question évidente, pas bonne impression auprès de qui? Mais j'avais passé 34 ans à ne pas poser de questions évidentes à ma mère. J'ai donc laissé passer. Je n'ai compris que plus tard que lorsque ma mère disait que quelque chose ne faisait pas bonne impression, elle ne décrivait jamais un sentiment, elle annonçait une décision. Quelque part, quelqu'un dans ma famille avait déjà commencé à lorgner sur mes économies comme on regarde une pièce que l'on prévoit de redécorer comme un espace destiné à être réattribué. Elle a essayé de diriger le mariage aussi, de la façon dont elle dirigeait tout. Elle avait des opinions sur la liste des invités, en particulier sur les proches qui seraient blessés de ne pas y figurer, sa méthode pour ajouter des gens que je n'avais pas invités. Elle avait des avis sur le lieu de réception, qu'elle trouvait extravagant, et sur le fait qu'Owen et moi le payions nous-mêmes, ce qu'elle parvenait curieusement à me reprocher, les gens vont se demander pourquoi tes parents ne participent pas, disait-elle. Comme si leur absence de contribution financière était un tort que je lui faisais. Au bout d'un moment, j'ai cessé de lui donner des détails, parce que chaque fois que je le faisais, il me revenait déformé, remodelé pour servir un scénario dont je ne distinguais pas encore tout à fait les contours. Owen observait tout cela avec la patience d'un homme qui construit des structures pour gagner sa vie et sait faire la différence entre une fissure cosmétique et une fissure indiquant que le mur est en train de bouger. Ce n'est pas le mariage qui la contrarie, m'a-t-il dit un soir. Ce qui la contrarie, c'est qu'elle ne peut pas mettre la main dessus. Je lui ai dit qu'il était dur. Il ne l'était pas, il était lucide. Je n'étais simplement pas encore prête à entendre la réalité brute qui se trouvait au centre de tout cela. Ma mère n'avait jamais, de toute ma vie, vu une chose que j'avais bâtie en pensant, cela lui appartient. Elle l'avait vu en pensant, comment transférer cela sur le compte familial? La première fissure est apparue lors de l'essayage de la robe. Je me tenais sur la petite estrade devant le miroir à 3 faces, 3 reflets de moi-même vêtus de blanc, et Paige était assise dans le fauteuil derrière moi avec son téléphone. Elle ne prêtait pas vraiment attention, c'est sans doute pourquoi cela lui a échappé. Elle parlait de l'après-mariage, de la façon dont les choses allaient s'apaiser, puis elle a dit, alors, une fois que l'argent sera réglé, maman a dit, et elle s'est arrêtée. Net. De la façon dont on s'arrête quand on réalise qu'on a commencé à réciter un texte que l'autre personne n'est pas censée connaître. Dans le miroir, j'ai regardé mon propre visage rester impassible, c'était une compétence que je maîtrisais. Quel argent, ai-je demandé. Rien, a-t-elle répondu, je voulais dire les trucs du mariage. Nous avons toutes les deux laissé tomber. Mais je suis resté là, observant ces 3 reflets d'une femme qui venait d'apprendre qu'il existait un scénario, et comprenant avec un frisson glacé qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce que ce n'était pas moi qui l'avais écrit. Je veux m'arrêter ici pour vous poser une question, car à partir de cet instant, ce n'était plus l'histoire d'une famille difficile, c'était devenu l'histoire d'un piège délibéré. Avant que je ne vous montre ce que ma tante m'a envoyé en février, répondez sincèrement à ceci, rien que pour vous-même, dans votre famille, le mot « non » est-il un mot que vous avez réellement le droit d'utiliser? Parce que j'étais sur le point de découvrir que dans la mienne, ce n'était pas le cas, quelqu'un avait déjà décidé de ma réponse à ma place et l'avait couché par écrit.
Ma tante Colette est la sœur cadette de ma mère, et pendant la majeure partie de ma vie, elle a été la seule adulte à avoir regardé la façon dont on me traitait pour dire doucement que ce n'était pas normal. Elle n'a jamais fait de scène non plus, ce n'est pas le genre de notre famille. Mais elle croisait parfois mon regard à travers une pièce après une remarque de ma mère et m'adressait un petit signe qui signifiait « je vois tout ». C'était la seule personne qui voyait le mur soutenant le plafond. En février, Colette m'a envoyé une capture d'écran par message. Aucune explication, juste l'image. Et une minute plus tard, les 3 petits points de saisie, suivis de « je pensais que tu étais déjà au courant ». La capture d'écran montrait une conversation par message entre ma mère et Paige. C'était ma mère qui l'avait envoyée. Et voici la partie qui me frappe encore, elle avait transféré l'intégralité de l'échange à Colette elle-même, parce que ma mère est incapable de faire quoi que ce soit, même de comploter, sans le raconter à un public qu'elle suppose acquis à sa cause. Elle avait besoin que sa sœur sache à quel point elle se montrait généreuse. Ce besoin est la seule et unique raison pour laquelle j'ai pu voir ce message. Le texte disait « Ne t'inquiète de rien. La maison sera à toi. La maison sera à toi. » 6 mots. La maison dans laquelle j'avais grandi. La maison que j'avais empêché la banque de saisir pendant 6 années consécutives, promise à ma sœur comme un simple cadeau de fête. Mon nom n'avait jamais figuré sur cette maison, mon argent s'était contenté de la maintenir debout pendant tout ce temps. J'ai appelé Colette, depuis combien de temps dit-elle cela? Des semaines, a répondu Colette d'une voix accablée. Elle raconte aux gens à l'église que la maison revient à Paige, que c'est justice, que Paige a besoin de sécurité et que toi tu as ta propre vie. Je supposais que tu faisais partie de la discussion. Jade, je te jure que je pensais que tu savais. Je ne savais pas, ai-je dit. Il y a eu une pause. Puis Colette a prononcé la phrase qui a transformé une blessure en compte à rebours, il y a autre chose. Je ne voudrais pas être celle qui te l'apprend, mais tu devrais l'entendre de ma bouche plutôt que de celle de 100 t'inviter à ton propre mariage. Ta mère pense, elle me l'a dit, qu'il sera plus facile de te faire accepter dans ta robe de mariée que n'importe où ailleurs. Trop heureuse pour te battre, trop de témoins pour risquer de faire un scandale. Elle a littéralement dit que ce serait plus facile que devant un tribunal. Colette a gardé le silence un instant, puis elle a ajouté quelque chose qui a remis en ordre une grande partie de mon enfance, tu sais, c'était pareil entre ta mère et moi, a-t-elle dit. En grandissant, c'était elle qui bénéficiait de tout, et c'était moi qui devais comprendre. J'ai passé des années à penser qu'il y avait un problème chez moi parce que cela me pesait. Elle a eu un petit rire triste, c'est de famille, ce travers. Décider qui a des droits et qui doit donner. Je les ai vus te faire ce que nos parents nous ont fait, juste inversé, en te distribuant le rôle de celle qui donne au lieu de celle qui reçoit. Et je n'ai jamais rien dit, Jade. Pas pendant des années, parce que dans cette famille, la personne qui nomme les choses devient le problème. J'en suis désolé. J'aurais dû parler il y a bien longtemps. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille me présentait des excuses pour quoi que ce soit. Et ce n'était même pas pour un acte qu'elle avait commis, c'était pour n'avoir pas su l'arrêter. Je suis resté là, le téléphone collé à l'oreille, ressentant dans ma poitrine quelque chose pour lequel je n'avais pas de nom, pas tout à fait du réconfort, mais quelque chose de très proche, la certitude que je n'avais rien inventé. Qu'un autre être humain avait observé la même mécanique s'exécuter depuis l'intérieur de la même maison et avait su depuis le début que ce n'était pas juste. Je n'étais pas folle. J'en avais simplement fini de me taire. Et il s'est avéré qu'elle aussi. Ils avaient choisi le jour, pas une dispute spontanée, pas une exigence sous le coup de l'émotion. Ils avaient examiné un calendrier et sélectionné le seul après-midi où ils étaient certains que je ne pourrais pas refuser, parce que je serais trop occupé à être heureuse et trop terrifié à l'idée d'une scène. Et ils avaient bâti leur extorsion en s'appuyant précisément sur la femme qu'ils m'avaient appris à être toute ma vie, celle qui paye en silence pour que la famille garde les apparences. J'ai fait ce que je sais faire, j'ai examiné mes propres justificatifs. Je me suis assise ce soir-là avec tous les documents et je les ai disposés comme je disposerais les pièces d'un dossier commercial qui aurait mal tourné. 6 ans de confirmation de cascade, mon nom sur chaque versement, plus de 130 000 $. Les anciens relevés bancaires de chez Maritan, que j'ai téléchargés et épluchés ligne par ligne. Chaque dépôt sur ce compte remontait à mes propres fiches de paie, de sorte que lorsque j'avais finalement retiré les économies familiales, ce que j'avais réellement repris m'appartenait jusqu'au dernier dollar. Dans mon métier, l'histoire est ce que le papier dit qu'elle est. Pour la première fois de ma vie,
je me suis autorisé à lire mon propre dossier comme si j'étais ma propre cliente. Les documents disaient l'exact opposé de leur récit, ils ne devaient pas une maison à Pège, ils m'en devaient une à moi. Je n'étais pas la fille qui prenait, j'étais la seule et unique raison pour laquelle il restait encore quelque chose à donner. Je ne me suis pas arrêté au total. J'ai repassé en revue les relevés de Maritan une nouvelle fois, lentement, de la même manière que je vérifierais une chaîne de titres de propriété avant une signature d'acte, parce que j'avais besoin d'en être sûr non pas pour un tribunal, mais pour moi-même. J'avais besoin de savoir que lorsque le moment viendrait, s'il venait, je ne m'appuierais pas sur une simple impression. Les impressions, ma mère pouvait les pulvériser en une seule phrase, les faits, elle ne le pouvait pas. J'ai donc retracé chaque versement sur cet ancien compte jusqu'à sa source. Et chaque source, c'était moi, mes salaires, mes virements, mes commissions de l'agence. Ces économies familiales que j'étais censé avoir volées portaient mon nom gravé à l'origine de chaque dollar. En fermant ce compte, je ne leur avais rien pris, j'avais simplement récupéré ce qui m'appartenait au centime près, et ils avaient passé 5 ans à crier au vol devant une assemblée de gens qui n'avaient jamais pensé une seule fois à réclamer un relevé de compte. J'ai quand même tout imprimé. Je ne sais pas trop pourquoi tout était déjà sur mon téléphone. Peut-être avais-je simplement besoin de tenir le papier en main, comme on a besoin d'appuyer sur un bleu pour s'assurer qu'il est réel. J'ai glissé le tout dans un dossier avec les confirmations de cascade, posé les 2 liasses côte à côte sur ma table de cuisine et pensé, voici tout le dossier. 6 ans, 130 000 $, et une histoire qui marche à l'exact envers de la vérité. Et personne dans ma famille ne sait que j'ai tout cela. Je veux faire attention à la façon dont je décris la suite, car il serait facile de me faire paraître plus froide que je ne l'étais. Je n'étais pas froide, j'avais le cœur brisé. J'ai mis du temps à encaisser, et j'ai passé une semaine entière à chercher une interprétation de cette capture d'écran qui ne signifierait pas ce qu'elle disait. Peut-être ma mère s'était-elle exprimée à la légère ? Peut-être que « la maison sera à toi » était une parole de réconfort, pas un plan prémédité ? J'ai donc testé le terrain avec délicatesse, comme on teste une latte de plancher dont on craint qu'elle ne cède. J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé sans détour, mais sur un ton détendu, ce qu'il comptait faire de la maison à long terme, si elle et papa avaient un projet. Elle n'a pas répondu. Elle a dévié la conversation, « Pourquoi ramènes-tu tout à l'argent pendant le mois le plus heureux de ta vie ?» a-t-elle lancé. Ne peux-tu pas simplement faire confiance à ta famille ? Faire confiance à ta famille. Elle refusait de nommer le plan à voix haute, et cela m'en disait plus long qu'un aveu formel. Les gens ne refusent de dire une chose que lorsqu'ils savent déjà pertinemment ce qu'elle donne à entendre. J'ai raccroché en comprenant que la capture d'écran n'était ni une erreur ni une maladresse, c'était leur politique officielle, et j'en étais le bailleur de fonds. C'est ici que l'histoire a cessé de tourner autour de ma mère pour concerner mon père. Et je dois vous avouer que c'est sur lui que je me suis le plus lourdement trompé pendant le plus longtemps. Pendant 30 ans, j'avais eu pitié de mon père. C'était l'homme silencieux, celui qui restait dans son garage pendant que ma mère dirigeait la maison et façonnait le récit. Quand une injustice survenait, il m'adressait ce regard qui semblait dire « Que veux-tu que j'y fasse ? Tu sais comment elle est. » J'interprétais ce regard comme de l'impuissance. J'en avais fait son alibi. Dans mon esprit, ma mère commettait le tort, mon père échouait simplement à l'en empêcher, et je l'aimais d'autant plus pour compenser cette faiblesse que je lui prêtais. Colette m'a envoyé la 2e capture d'écran en mars. Celle-ci ne venait pas de ma mère, elle venait de mon père. Un message qu'il avait envoyé à ma mère, et que cette dernière avait encore une fois transféré à Colette, parce qu'elle avait besoin que sa sœur voie à quel point ils étaient organisés et équitables. Mon père, l'homme effacé, l'homme impuissant, avait couché un plan par écrit, étape par étape. Il y était écrit, faire les papiers de la maison après le mariage. Récupérer le reste auprès de Jade lors de la réception. Elle ne fera pas de scandale devant tout le monde. Après cela, ce sera réglé et nous n'aurons plus jamais à en reparler. Je l'ai lu 3 fois. Il n'était pas un suiveur passif, il ne l'avait jamais été. Ce regard que j'avais pris pendant 3 décennies pour de l'impuissance était le visage d'un homme qui avait déjà pris sa décision, qui avait fait les calculs, qui avait ordonné la séquence et délégué la confrontation à ma mère parce qu'elle savait mieux prendre une voix douce. C'était lui qui tenait la carte. Il l'avait tenue depuis le début, et je lui avais accordé 30 ans de bénéfice du doute simplement parce qu'il était silencieux et que je confondais silence et innocence. C'est à cet instant précis que le sol a fini de basculer. Pas à cause de l'argent, à cause de cette carte. Mon père,
de ses propres mots, planifiant de m'extorquer le reste de mes économies le jour de mon mariage et comptant noir sur blanc sur le fait que je serais trop poli pour faire un scandale. Owen voulait que j'en finisse sur le champ, appelle-les simplement, disait-il. Dis-leur que tu sais. Annule tout avec eux, dis-leur qu'ils ne sont pas invités et qu'on n'en parle plus. Et leur laisser le temps de réécrire l'histoire, ai-je répondu. Non. Car voici ce que j'avais compris en me tenant dans ma cuisine avec le message de mon père sur mon écran, on n'arrête pas des gens qui se sont engagés dans un mensonge en débattant avec eux en privé. En privé, ma mère trouverait une version où les captures d'écran étaient sorties de leur contexte, où je faisais des drames pour rien, où ils n'avaient jamais cherché que la justice. Elle avait 30 ans de pratique pour transformer les faits en état d'âme. Si je les confrontais en toute discrétion, leur récit absorberait l'incident et continuerait sa route, et je serais la fille ingrate qui accuse sa pauvre famille de comploter. On ne discute pas avec des gens qui ont décidé de dire une chose, on les laisse la dire là où ils ne pourront plus la reprendre. J'ai regardé la clé sur mon trousseau tout en réfléchissant, la clé de la porte d'entrée que ma grand-mère m'avait donnée, celle dont je m'étais servi pendant des années pour pénétrer dans une maison que je maintenais debout. Je l'ai contemplée plus longuement que jamais. Je ne l'ai pas encore détachée, mais j'ai su ce soir-là que j'allais le faire. Je tiens à ce que vous compreniez que je ne suis pas passé directement de cette capture d'écran à un plan d'action. Il y a eu un intervalle au milieu où j'ai fait quelque chose qui n'a probablement aucun sens, à moins d'avoir grandi comme moi, je leur ai donné une chance. Une vraie chance, pas un piège mais une véritable porte de sortie ordinaire qu'ils auraient pu franchir. J'ai invité mes parents à prendre un café la semaine précédant le mariage. Je m'étais promis de ne pas aborder les captures d'écran. J'allais leur poser une seule question simple et voir ce qu'ils en feraient. Nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre, 2 cafés refroidissants entre nous. C'était le plus facile au monde. Tout ce qu'ils avaient à dire, c'était, bien sûr. Bien sûr que nous t'accompagnerons. C'est ton mariage. Ton argent ne regarde que toi. Quelques mots, et rien de tout ce qui a suivi ne serait arrivé. Ma mère a reposé sa tasse, t'accompagner jusqu'à cet hôtel, a-t-elle déclaré, est un privilège que tu mérites en agissant dignement envers ta famille. Mon père n'a même pas levé les yeux, ce n'est pas une menace, Jade, a-t-il dit comme s'il expliquait une clause contractuelle à un client. C'est simplement ainsi que les choses doivent se passer. Je veux que vous remarquiez qu'aucun des deux n'a haussé le ton. C'est l'aspect auquel les gens refusent toujours de croire, les choses les plus cruelles dans ma famille étaient invariablement prononcées avec douceur, d'un ton pratique, comme s'il s'agissait d'une évidence limpide. Ma mère n'était pas furieuse. Mon père n'était pas menaçant. Ils se montraient raisonnables. Ils étaient sincèrement persuadés que mon mariage était un moyen de pression qu'ils étaient en droit d'utiliser. Et ils me l'ont affirmé autour d'un café, sur le ton même dont on use pour rappeler à quelqu'un qu'une facture est arrivée à échéance. Je leur avais ouvert la porte, ils l'ont regardé en face et ont choisi l'argent plutôt que leur propre fille. Et une fois qu'ils ont formulé ce choix à voix haute, tout est devenu très calme et limpide en moi. J'ai compris que quoi que je fasse ensuite, j'avais essayé. J'avais réellement essayé. Cela comptait pour moi alors, et cela compte pour moi aujourd'hui. Assise dans ce café, j'ai décidé de la personne que j'allais être face à tout cela. Et ce n'était pas la personne à laquelle ma famille s'attendait probablement. Je n'allais pas les détruire. En tant que gestionnaire de biens, je sais pertinemment comment faire disparaître un toit au-dessus de la tête des gens. Et je sais qu'agir par pure rancœur est la meilleure façon de devenir le méchant de sa propre histoire. Ce que j'allais faire, c'était m'arrêter. Cesser de m'interposer entre eux et les conséquences de leur propre choix. Il y a une différence entre jeter ses parents à la rue et se retirer simplement de dessous le mur que l'on portait pour eux, en les laissant éprouver pour la première fois le poids qu'ils comptaient sur moi pour assumer. Je leur ai donc préparé un atterrissage en douceur, alors même qu'ils ne m'en avaient jamais offert un seul. J'ai rassemblé discrètement le genre exact de dossier que je conçois pour mes clients, une fiche claire de leurs options réelles, la valeur de la maison, ce qu'impliquerait un refinancement, ce que donnerait un déménagement dans plus petit, ce qu'une vente nette leur rapporterait. Des chiffres concrets, de vraies portes de sortie présentées sans phare pour que, lorsque je me retirerai, ils disposent d'informations au lieu d'une simple chute dans le vide. Je n'allais plus payer pour eux, mais je n'allais pas les laisser dans l'aveuglement non plus. Tu te montres plus bienveillante qu'ils ne le seront jamais avec toi, a commenté Owen en voyant le document. Je ne le fais pas pour eux, lui ai-je répondu. Je le fais pour pouvoir continuer à me regarder dans une glace. J'ai hésité bien plus que je ne le laisse paraître.
Je veux être honnête à ce propos, car si je vous raconte cela comme si j'avais marché d'un pas ferme du café jusqu'à mon plan, je m'envoie des fleurs et je vous mens sur la difficulté de cesser d'être la personne que votre famille a fabriquée. Il y a eu 3 ou 4 nuits cette semaine-là où j'ai failli céder. Je préparais mentalement un message pour ma mère, quelque chose de raisonnable, quelque chose qui préserverait la paix, où je paierais un peu pas la moitié, juste assez pour remonter l'allée sans scandale et laisser toute l'affaire derrière moi. Je sentais combien ce serait facile, 34 ans de mémoire musculaire me ramenant vers ce réflexe familier, oui, paye simplement. Tu es capable de gérer ça. Tu l'as toujours fait. Et à chaque fois, ce qui m'arrêtait n'était pas la colère, c'était une vision claire et nette du reste de mon existence. Si je payais cette fois-ci, il y aurait une fois suivante, puis une autre. Parce que ce paiement n'avait jamais véritablement porté sur l'argent, il portait sur l'arrangement, sur le fait que je reste le mur porteur, que je reste utile, que je reste celle sur qui l'on pouvait compter pour équilibrer le récit familial en y sacrifiant mon propre nom. Payer n'achèterait pas la paix, cela achèterait 6 années supplémentaires d'exploitation. J'aurais 40 ans et je continuerais à recevoir ces coups de fil qui n'en étaient pas, j'aurais 50 ans et le statut, temporaire, dont Owen m'avait parlé ne prendrait jamais fin, parce que je serais celle qui veillerait à ce qu'il ne s'arrête pas. Alors non, pas cette fois. Il y a une dernière chose dont je dois parler en toute franchise, car si je l'omets, vous ne comprendrez pas vraiment ce que j'ai perdu ni ce à quoi j'ai fini par renoncer. Sous tout cela les justificatifs, le plan, le café, il y avait une phrase, une unique phrase que j'avais espéré entendre toute ma vie et que je n'avais jamais eue. Je ne voulais pas la maison. Je tiens à ce que ce soit parfaitement clair, je n'ai jamais voulu cette maison. Ce que je voulais, c'était que ma mère me regarde ne serait-ce qu'une seule fois et me dise « Tu nous as portés à bout de bras, et nous l'avons vu. » C'est tout. Pas une carte de remerciement, pas le remboursement de l'argent, juste la reconnaissance que le mur existait, que quelqu'un soutenait le plafond, que cela m'avait coûté quelque chose et qu'il le savait. J'avais 34 ans, et pourtant une part enfantine et pleine d'espoir en moi attendait toujours cette unique phrase. Je m'exerçais à l'imaginer, pour être tout à fait honnête. Pas les mots que je prononcerais, mais les mots que j'entendrais. J'imaginais une fête de famille future, un instant de quiétude dans la cuisine où ma mère essuierait une assiette, la poserait et dirait sans que je n'ai rien à solliciter, « Je sais ce que tu as fait pour nous, Jade. Je sais ce que cela t'a coûté. Merci. » J'avais bâti cette scène dans ma tête une centaine de fois au fil des ans, dans une centaine de pièces légèrement différentes. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un vœu secret. Et la terrible et éclatante vérité que j'ai fini par comprendre cette semaine-là avant mon mariage, c'est que cette scène ne se produirait jamais. Non pas parce que ma mère la retenait par cruauté calculée, mais parce que dans sa version des faits, il n'y avait rien pour quoi me remercier. On ne remercie pas les fondations. Dans son histoire, je n'avais rien sacrifié, j'avais simplement fait ce que fait la personne forte. La phrase que j'attendais exigeait d'elle qu'elle voie une réalité qu'elle avait passé 30 ans à s'assurer de ne jamais avoir à regarder. Je pouvais attendre éternellement, je serais morte à attendre. Alors, j'ai arrêté. Pas d'un coup et pas sans douleur, mais j'ai arrêté. Et cet arrêt fut un deuil à part entière. Car renoncer à cette phrase signifiait renoncer à une version de ma mère que j'avais maintenue en vie au fond de moi toute mon existence, la version qui finirait un jour par me voir réellement. Assise dans ce café, voyant mes parents préférer le chantage à leur propre fille, j'ai pris une seconde décision, plus silencieuse que la première, quoi qu'il advienne samedi, j'allais cesser d'attendre cette phrase. J'ignorais encore que cette journée m'offrirait quelque chose de bien plus précieux que de l'entendre, la preuve, devant tout ce que j'aimais, que je n'en avais plus besoin. À présent, laissez-moi vous dire ce que j'avais déjà mis en place, ce devant quoi mes parents ont souri avec condescendance dans cette suite nuptiale. En mars, 2 mois avant le mariage, j'ai tout arrêté. Je ne l'ai pas claironné, je n'ai envoyé ni lettre ni déclaration, je me suis connecté à mon compte bancaire un mardi et c'est toujours un mardi, je ne sais pas pourquoi et j'ai résilié le prélèvement automatique vers Cascade. Puis j'ai transféré toutes mes économies, jusqu'au dernier centime, sur un compte ouvert uniquement à mon nom, dans un endroit inaccessible à toute tentative de culpabilisation ou d'urgence familiale. Pour la première fois en 6 ans, au premier jour du mois suivant, leur prêt immobilier est redevenu leur problème. Ils savaient que je le payais. C'est le point sur lequel je veux être d'une précision absolue, ce n'était pas un versement secret dont ils n'auraient jamais eu connaissance. Ils le savaient, ils l'avaient toujours su depuis ce mardi dans leur cuisine en 2019. Ce qu'ils ne pouvaient pas concevoir, c'est que je puisse un jour m'arrêter.
S'arrêter n'était pas une chose que faisait la personne responsable. Ainsi, lorsque le prélèvement d'avril n'est pas passé, ils ne se sont pas assis pour se dire « Jade a dû décider qu'elle en avait fini ». Ils ont supposé qu'il s'agissait d'un bug technique. Ils ont supposé que cela s'arrangerait tout seul. Ils ont supposé, jusqu'au jour même de mon mariage, que tout rentrerait dans l'ordre mais grâce à mon argent, devant 120 invités, le seul jour où je n'oserais jamais dire non. J'ai appris plus tard qu'ils avaient passé le mois d'avril à se débattre dans une panique silencieuse, sans jamais m'appeler une seule fois pour me demander pourquoi le paiement avait cessé. Parce que me le demander aurait signifié admettre que le mur m'appartenait. Et ils auraient préféré perdre la maison plutôt que d'admettre cela. Je ne m'étais préparé qu'à une seule éventualité. Je veux être honnête sur les limites de mon plan, car je n'étais pas un génie du complot anticipant chaque détail, je m'étais préparé à l'éventualité où mes parents mettraient à exécution en public ce que mon père avait rédigé par écrit et me coinçaient. Formuler leur exigence et me menacer de me traiter de voleuse devant les invités. J'avais donc tout placé à portée de main, les confirmations de cascade, les relevés de Maritan, le message de mon père et celui de ma mère. Tout était classé sur mon téléphone, prêt non pas comme une arme que j'avais l'intention de dégainer, mais comme la vérité que j'aurais à opposer s'ils me contraignaient à en avoir besoin. « Tu penses vraiment qu'ils oseront le faire en public ?» m'a demandé Owen la veille. « Je pense qu'ils l'ont écrit noir sur blanc », ai-je répondu. Les gens font ce qu'ils ont répété. Il y a eu un moment, la semaine précédente, où j'ai cru qu'ils avaient compris. Paige m'a appelé, elle ne m'appelle presque jamais, et sa voix avait cette intonation prudente que je connais bien pour être la même que prend ma mère lorsqu'elle va à la pêche aux informations. Elle m'a demandé d'un air faussement détaché si j'avais déplacé des fonds sur mes comptes récemment. Mon estomac s'est noué un instant, j'étais persuadé que quelqu'un avait vu quelque chose, qu'une banque avait alerté mes parents au sujet du prélèvement interrompu, que tout mon plan allait s'effondrer à quelques jours de l'échéance. J'ai gardé une voix neutre, pourquoi cette question ? Elle a immédiatement battu en retraite, pour rien. Maman disait juste que le prêt faisait des trucs bizarres, et elle a changé de sujet. J'ai alors compris deux choses, il savait que le paiement s'était arrêté, et il refusait toujours d'en envisager la véritable raison, parce que la seule raison était que j'avais dit stop. Or, je n'étais pas quelqu'un qui disait stop. Tout leur plan pour samedi reposait sur le fait que je sois exactement la personne que j'avais toujours été. J'ai raccroché et je suis resté assise avec le cœur battant à tout rompre pendant un moment. Puis j'ai fait la seule chose qui parvienne toujours à m'apaiser, j'ai ouvert le dossier sur mon téléphone et j'ai relu les justificatifs du début à la fin jusqu'à ce que mon pouls ralentisse. La vérité offre un étrange réconfort, elle ne cherche pas à polémiquer. Le matin du mariage, je me suis réveillé avant mon réveil dans une chambre d'hôtel, ma robe suspendue à la porte du placard. Et pendant 1 heure, je me suis autorisé à être simplement une femme qui allait se marier. J'ai bu mon café. J'ai laissé mes amis me coiffer et rire trop fort. Je n'ai pensé ni à mes parents, ni au dossier, ni à la fiche d'option que j'avais préparée. J'avais fait ce qui était en mon pouvoir. Quoi qu'ils choisissent d'apporter, j'apportais la vérité. Et j'avais décidé que je n'allais pas passer la matinée de mon mariage à me préparer à encaisser un coup. Cela viendrait bien assez tôt. Je n'avais pas planifié le micro. Je veux que ce soit consigné aussi, car cela m'importe que vous sachiez que je n'ai pas mis en scène ce qui m'a sauvé. Le micro était un coup du sort ou peut-être simplement le personnel du domaine faisant son travail et ma mère se montrant exactement telle qu'elle est. Le mariage se déroulait au domaine de Winmer Estate, une ancienne propriété réaménagée à la sortie de la ville, dotée d'un jardin avec une tonnelle à une extrémité pour la cérémonie et, sur le côté avec sa propre entrée séparée, la suite nuptiale où je me préparais. Il y avait un système de sonorisation pour la cérémonie géré par une coordinatrice nommée Sloan Merrick et un technicien du son nommé Colin, avec des haut-parleurs installés dans le jardin juste devant la suite, dirigés vers les chaises des invités. Ma mère avait demandé des mois plus tôt à prononcer quelques mots de bienvenue au nom de la famille avant l'entrée du cortège, une petite bénédiction, quelques phrases. Évidemment, ma mère n'a jamais rencontré un micro qu'elle ne voulait pas s'approprier. Lors des tests de son de 16h15, Sloan lui a donc accroché un micro-cravate sans fil, un petit boîtier émetteur à la taille, dissimulé sous la veste de sa robe. C'est le canal 2, lui a expliqué Sloan en calant le boîtier. Il est directement relié au haut-parleur du jardin juste dehors. Laissez le boîtier allumé, je couperai le son à la console jusqu'à votre prise de parole. Ma mère l'a accroché comme une couronne et a oublié son existence. C'est là tout le piège, il n'y avait ni caméra, ni enregistreur secret, ni complot.
il y avait seulement une femme amoureuse de sa propre voix, portant un micro dont elle avait oublié la présence dès la seconde où il lui avait été fixé, relié à une rangée de haut-parleurs situés juste derrière la porte qu'elle s'apprêtait à franchir pour faire du chantage à sa fille. Si vous avez lu jusqu'ici, je dois vous poser la question que je me suis posée dans le miroir cet après-midi-là, parce que vous méritez de vous asseoir là où j'étais assise. 20 minutes avant que je ne remonte l'allée, ils m'ont posé un ultimatum, payer ou être traité de voleuse devant tous ceux que j'aimais. Si c'était vous, debout dans cette robe, les invités déjà installés dehors, paieriez-vous pour acheter la paix et sauver la journée, ou les laisseriez-vous le dire à voix haute? J'ai fait mon choix. Étage 30 secondes plus tard, un micro dont j'avais moi-même oublié l'existence a rendu le leur public à leur place. Voici comment les choses se sont réellement passées, minute par minute, car je l'ai rejoué assez de fois dans ma tête pour le pouvoir, 16h40. La musique n'avait pas encore commencé. Les invités trouvaient leur place dans le jardin. J'étais dans la suite, habillé, tenant mon bouquet, attendant que Sloan frappe à la porte. Et au lieu qu'on frappe, la porte s'est ouverte et mes parents sont entrés, mon père la refermant derrière eux. Ma mère a parlé la première, d'une voix douce et prudente, celle qu'elle réservait toujours à ses pires desseins, donne à ta sœur la moitié de tout ce que tu as économisé. Elle a dû te regarder prendre la vie qui aurait dû être la sienne. Mon père ne s'est pas encombré de douceur, paye-la tout de suite, ou nous sortons là-bas et nous disons à chaque invité que tu as volé cette famille. Je les ai regardés. J'ai regardé ces deux personnes qui avaient consigné par écrit ce moment précis, comptant sur le fait que je serais trop heureuse et trop effrayée pour me battre. Et j'ai remarqué, je n'oublierai jamais l'avoir remarqué, la petite forme noire du boîtier à la taille de ma mère, sous sa veste, le micro du test de son toujours accroché à elle. Je ne pense pas qu'aucun des deux ne se soit souvenu de sa présence. Je n'avais pas prévu de l'utiliser, mais je n'allais pas non plus le leur rappeler. Je leur ai donné une dernière chance, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai demandé tout bas, vous feriez vraiment cela le jour de mon mariage? Tu ne nous laisses pas le choix, a rétorqué ma mère. Alors, j'ai posé mon bouquet sur la table pour que mes mains ne tremblent pas. Et j'ai prononcé le seul mot qu'il me restait, faites-le. Pas de supplication, pas de protestation. Allez-y. Sortez là-bas et dites aux gens que je vous ai volé. Ils ont souri. C'est la partie que je n'arrive toujours pas à expliquer, ils ont souri comme si j'étais enfin revenu à la raison, comme si l'argent était déjà à mi-chemin du compte de Pej. Ma mère, désormais persuadée d'avoir gagné, a continué sur sa lancée, car la victoire la rendait toujours prodigue de sa voix. Et 30 secondes après que j'ai dit « faites-le », dehors dans le jardin, Colin a réactivé le canal 2 pour tester les haut-parleurs une dernière fois avant la cérémonie. Chaque mot prononcé par ma mère ensuite a été diffusé en direct à l'ensemble des invités. Bonne fille, a-t-elle dit, chaleureuse, soulagée, certaine que tout était fini. Transfère-le à ta sœur dès maintenant, et après aujourd'hui, plus personne n'aura jamais à entendre parler de ce que tu as fait avec nos économies. Dans le jardin, 120 têtes se sont tournées vers les haut-parleurs. J'ai vu le moment exact où cela l'a frappé, le changement dans l'écho de sa propre voix lui revenant à travers la porte entr'ouverte, le silence soudain de l'assistance sur la pelouse, la silhouette de ma tante Colette qui se levait lentement de sa chaise au 3e rang. La main de ma mère a filé vers sa taille, vers ce petit boîtier qu'elle avait oublié, et tout son visage s'est vidé de ses couleurs. Colin, a-t-elle balbutié, sa voix se brisant dès le 2e mot, est-ce que le canal 2? Est-ce qu'il est ouvert? Il était ouvert. Voici ce que les gens comprennent mal quand je leur raconte cette partie, ils pensent que le micro a fait tout le travail. Ce n'est pas le cas. Le micro a offert au jardin la voix de ma mère avec ses propres mots à l'instant précis où elle se croyait victorieuse, ce qui est pire que n'importe quel discours que j'aurais pu faire, parce que c'était sa voix à elle. Mais cela ne leur a pas donné la vérité sur la maison. Cela n'expliquait pas qui payait pourquoi. Cette partie-là, je devais encore la formuler moi-même. Et pour la première fois de mon existence, j'avais toute l'attention de l'assemblée. J'ai repris mon bouquet. Je suis sorti de la suite pour entrer dans le jardin vêtu de ma robe, passant devant ma mère figée près de la porte et mon père les yeux rivés sur l'herbe. Et j'ai remonté l'allée centrale dans le mauvais sens, vers la tonnelle où l'officiant se tenait avec un micro à main qu'il ne s'attendait pas à céder. J'ai tendu la main et il me l'a donné. Je n'ai pas crié. Je veux que vous réalisiez à quel point tout était silencieux. J'ai vu des gens attendre toute leur vie un moment pareil et s'imaginer en train de hurler, la vérité, c'est que lorsque vous avez enfin la parole, vous n'avez pas besoin d'élever la voix. Vous n'avez besoin que des faits.
Pendant 6 ans, ai-je dit, et ma voix a résonné distinctement dans tout le jardin, le nom inscrit sur les paiements du prêt de mes parents était le mien. $1850 par mois, pas leur argent à eux. Plus de $130 000 pour qu'ils ne perdent pas cette maison. J'ai balayé les invités du regard, mes tantes, mes cousins, les anciens collègues de mon père, tous ces gens qui entendaient la version de ma mère depuis des années. Ils vous ont dit que j'avais volé cette famille. Tout est consigné sur mon téléphone, chaque versement. Si quelqu'un souhaite voir qui a réellement maintenu debout la maison de cette famille. Personne n'a poussé d'exclamation scandalisée. Ce n'était pas ce genre de réaction. Ce qui s'est produit était plus feutré, et honnêtement plus dévastateur, les gens ont échangé des regards, une cousine a murmuré quelque chose à son mari, l'un des amis de mon père a retiré ses lunettes pour se frotter les yeux. Sloan, la coordinatrice, se tenait au bord de la pelouse, son bloc-notes serré contre sa poitrine, sans faire un geste. Ma sœur, debout près du premier rang dans la robe qu'elle était si heureuse de porter, est devenue livide. Et c'est alors que mon père a fait ce qui a rendu la chose encore pire que le mensonge, il a tenté de gérer la crise. Non pas en s'excusant, mais en faisant du management. Allons, tout le monde, a-t-il lancé en levant les mains, faisant un pas vers l'allée centrale, sa voix prenant ces intonations raisonnables qu'il adoptait toujours. C'est une affaire de famille. Ce n'est pas le lieu approprié. C'est exactement le lieu, papa, ai-je répliqué. Vous l'avez choisi, et j'ai lu votre plan. J'ai alors lu ses propres mots depuis mon écran dans le micro, de cette voix neutre dont on se sert pour lire un cahier des charges, faire les papiers de la maison après le mariage. Récupérer le reste auprès de Jade lors de la réception. Elle ne fera pas de scandale devant tout le monde. J'ai levé les yeux vers lui, c'est toi qui as écrit cela. Tu l'as planifié dans l'ordre. Tu as même noté la partie où tu comptais sur le fait que je serais trop poli pour vous faire honte. Le jardin était plongé dans une immobilité absolue. Tout aurait dû s'arrêter là. Mais ce ne fut pas tout à fait le cas, car ma sœur que j'avais passé ma vie à considérer comme une simple passagère, une jeune femme que la famille portait à bout de bras a ouvert la bouche. Tout le jardin a entendu cela aussi. Je l'ai regardé, et j'ai senti le second coup m'atteindre, celui qui faisait bien plus mal que toute cette histoire d'argent, non pas qu'ils aient tout planifié, mais qu'ils l'aient planifié autour de la personne exacte qu'ils m'avaient façonné pour être. Je sais, Paige, ai-je dit doucement, loin du micro cette fois, rien que pour elle. C'était le plan. Papa a même écrit que je ne ferais pas de scandale. Elle savait. Elle en savait assez pour dire, comme elle le fait toujours. Ma sœur n'était pas une simple passagère, elle avait lu le même scénario et elle s'y était installée confortablement, parce que ce confort ne lui avait jamais rien coûté. Il n'avait jamais coûté qu'à moi. Il y a eu un instant, je l'avoue, où j'aurais pu continuer. J'en avais d'autres sous la main. J'aurais pu lire les messages de ma mère également, étaler chaque reçu un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'eux. Mais je m'étais fixé une ligne de conduite dans ce café, quand le rapport de force bascule, on doit cesser de frapper. J'ai donc déposé le micro sur la petite table près de la tonnelle et je me suis retourné. Owen se tenait là où le marié est censé se tenir, au bout de l'allée, me regardant avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage de qui que ce soit dans ma famille. Il n'essayait pas de me sauver. Il n'essayait pas de parler à ma place. Il était simplement là, solide, attendant de voir ce que je désirais faire. J'ai appris plus tard ce que cela lui avait coûté, rester planté là sans intervenir pendant que mes parents tentaient de saborder notre mariage, alors que chaque fibre de son être lui hurlait de s'interposer entre eux et moi. Il m'a confié ce soir-là que la chose la plus difficile qu'il ait jamais eu à faire avait été de garder les pieds ancrés près de cette tonnelle et de me laisser gérer la situation, parce qu'il savait, même en plein milieu de la tourmente, que s'il s'était précipité pour m'arracher le micro et me défendre, il aurait fait exactement ce que ma famille avait toujours fait, décréter que j'étais incapable de gérer ma propre vie, simplement dans l'autre sens. Il est donc resté immobile. Il m'a laissé cet instant. C'est à cela, finalement, que ressemble aussi l'amour, non pas secourir quelqu'un qui n'a pas besoin de secours, mais lui faire confiance pour se tenir debout sur ses deux jambes, tout en étant présent quand ses genoux tremblent après coup. Je me marie quand même aujourd'hui, ai-je déclaré en m'adressant à lui, au jardin et à mes parents près de la porte, mais pas selon leurs conditions. J'ai regardé ma tante, toujours debout au troisième rang, Colette, veux-tu bien m'accompagner? Ma mère a émis un son comme si elle allait répliquer, puis sais-tu, il n'y avait plus rien à contrôler. Colette a remonté l'allée et m'a pris le bras. Et je dois vous dire que cela ressemblait à un triomphe,
sans en être un tout à fait. C'était plutôt la sensation d'un mur qui s'effondre après que vous l'avez soutenu si longtemps que vos bras en ont oublié leur fatigue. J'ai marché vers Owen sans la main de quiconque prétendant me donner, car je n'étais plus à eux depuis bien longtemps. Mes parents se tenaient à l'écart, debout, réduits pour une fois au simple rang de spectateurs au mariage de leur propre fille. J'avais dit, faites-le, et la seule personne qui avait agi ce jour-là, c'était moi. Nous nous sommes mariés sous cette tonnelle avec une vingtaine de minutes de retard. Mes mains tremblaient pendant les vœux. J'ai pleuré, et ce n'était pas seulement de bonheur, c'était aussi du chagrin, un deuil pur et simple pour la famille que j'avais espérée, pour la journée que j'avais souhaitée et pour cette mère dont j'avais attendu pendant 34 ans une phrase qu'elle ne prononcerait jamais. Owen a enveloppé mes mains tremblantes dans les siennes, solides, sans me demander de faire semblant de n'être que joyeuse. C'est là toute la différence, je crois, entre être utile et être aimé. Être utile vous demande de continuer à soutenir le plafond, être aimé autorise vos bras à être fatigués. Nous n'avons pas eu la réception que j'avais prévue. Comment l'aurions-nous pu ? La moitié des invités venaient de voir ma famille voler en éclats dans ce jardin, et aucune première danse n'allait recoller les morceaux. Nous en avons donc fait autre chose, la plupart des gens sont restés, et l'événement s'est mué en un après-midi long, étrange et profondément tendre, plus calme qu'un mariage ordinaire, mais bien plus authentique pour cette raison même. L'ancien collègue de mon père, celui qui avait retiré ses lunettes, s'est approché pour serrer la main d'Owen, puis a pris mes deux mains dans les siennes. Ta grand-mère aurait été fière de toi, a-t-il dit. Elle le voyait elle aussi, tu sais. Elle en parlait aux gens. Je l'ignorais. Cela m'a bouleversé, là, dans ma robe, d'apprendre que grand-mère Nora avait dit aux gens pendant toutes ces années qu'elle voyait le fardeau que je portais. L'une des phrases que j'avais attendues toute ma vie m'est parvenue par ricochet, de la bouche d'un homme en costume de location, au sujet d'une femme disparue depuis 8 ans. Cela comptait quand même. Cela comptait plus que je ne saurais l'exprimer. Mes parents sont partis tôt, sans dire au revoir. Je les ai regardés s'éloigner depuis l'autre bout du jardin, ma mère le menton haut, mon père les yeux baissés, tous deux marchant vers leur voiture dans ce silence particulier propre à ceux dont on vient de confisquer publiquement le récit. Et en les observant, j'ai ressenti une peine inattendue que je ne pouvais chasser, car quoi qu'ils aient été, ils étaient toujours les miens. Et une part de moi enterrait, là même dans ce jardin, les parents que j'avais espéré les voir devenir pendant 34 ans. L'histoire ne s'est pas arrêtée au mariage, j'ai appris à me méfier des récits qui s'arrêtent là. En l'espace de 72 heures, ma famille a fait ce qu'elle sait faire, elle s'est mise au travail pour retravailler l'histoire. Ma mère a commencé à téléphoner aux proches, ceux qui n'étaient pas présents, et même certains qui y étaient, avec une nouvelle version. Dans cette version, je leur avais tendu un piège, j'avais humilié mes propres parents lors de mon mariage, étalé des affaires privées devant tout le monde, embarrassé mon père accablé de chagrin, m'étant montré ingrate, cruelle et vindicative. C'était honnêtement une excellente version, ma mère est très douée. Mais pour la première fois en 30 ans, sa version n'a pas pris, parce que 120 personnes avaient entendu le canal 2. Ils avaient entendu, transfère-le à ta sœur dès maintenant, et après aujourd'hui, plus personne n'aura jamais à entendre parler de ce que tu as fait avec nos économies, de la voix même de ma mère, chaleureuse et triomphante, sûre d'avoir gagné. On ne peut pas manipuler un enregistrement qui résonne dans la mémoire de chacun. Quand ma mère a appelé Colette pour l'enrôler dans son camp, Colette a répondu, elle me l'a raconté plus tard et je l'en aime d'autant plus, Sharon, j'étais là. J'ai tout entendu. Tout le monde a entendu. Ne commence pas avec ça. Et elle a raccroché. Quand ma mère a tenté sa chance auprès de l'ancien collègue de mon père, celui-ci avait déjà raconté à 3 personnes ce qu'il avait entendu, et sa version s'accompagnait d'un chiffre précis, 130 000 $. Ce chiffre a circulé bien plus vite que les états d'âme de ma mère. Il y a eu une parente qui a tenté de m'obliger à m'excuser, la sœur de mon père, une tante dont j'avais toujours eu un peu peur, m'a appelé 4 jours après le mariage pour me dire que j'avais déshonoré la famille, que quoi que mes parents aient fait, l'étaler en public était impardonnable. Qu'une bonne fille aurait payé pour préserver la paix et sauver la dignité de ses parents. Je l'ai laissé terminer, puis je lui ai posé une seule question, as-tu entendu l'enregistrement ? Un silence a suivi. Elle l'avait entendu, tout le monde l'avait entendu. Alors tu sais ce contre quoi je les ai protégés pendant 6 ans, ai-je conclu, et tu sais exactement comment ils m'ont remercié pour cela. Je ne vais pas m'excuser d'avoir arrêté. Elle n'a plus jamais rappelé. Je n'avais pas besoin qu'elle le fasse, j'avais passé ma vie entière à me soucier de ce que des gens comme elle pensaient de moi, et il s'est avéré qu'une fois la vérité proclamée assez fort, je n'avais plus rien à gérer.
Elle se gérait toute seule. Ce fut le plus étrange des cadeaux dans toute cette épreuve. Pendant 34 ans, j'avais été l'équipe de nettoyage de la famille, celle qui aplanissait les angles, maintenait la paix, veillait à ce que nous présentions bien. Et dès l'instant où je me suis arrêté, dès l'instant où j'ai laissé une vérité laide d'être prononcée à voix haute devant tout le monde, ce travail s'est tout simplement volatilisé. Il ne restait plus rien à aplanir. On ne peut pas manipuler une histoire dont chacun connaît déjà la fin. Pour la première fois, je n'avais pas à me battre pour imposer ma version, j'avais juste à cesser d'alimenter la sienne. Puis la réalité a fait ce que fait toujours la réalité, elle se moque des histoires que l'on se raconte. Mes parents, obstinés jusqu'au bout, ont fait ce qu'ils avaient promis, ils ont mis la maison au nom de Paige, l'y ont installée définitivement, ont officialisé la chose, lui offrant cette sécurité dont il parlait à l'église depuis des semaines. Ma mère avait dit que Paige m'avait vu prendre la vie qui aurait dû être la sienne, ils lui ont donc donné cette vie à la maison, l'adresse, la bénédiction familiale. Ils ne pouvaient simplement pas lui donner les 6 années de mes salaires qui transformaient ce fardeau en cadeau. Parce qu'une maison n'est pas un bien que l'on possède, c'est une charge que l'on paye chaque mois, que votre nom figure ou non sur le papier. C'est la seule leçon que toute ma famille avait réussi à ne jamais apprendre, la leçon que je vends pour gagner ma vie. Dès l'instant où j'ai cessé de payer, la maison a cessé d'être un patrimoine transmissible pour redevenir ce qu'elle avait toujours été, 1850 $ par mois, exigible le premier du mois, dû par quiconque se trouvait à l'intérieur. Et c'était Paige qui se trouvait à l'intérieur. Elle m'a envoyé un message en juin, des semaines après le mariage, tard dans la nuit. Aucune excuse, je n'en attendais pas et j'avais cessé d'en avoir besoin. Juste une question, sous laquelle je pouvais entendre tout le système s'effondrer enfin à sa porte: comment as-tu fait pour assumer cela tous les mois pendant 6 ans? J'ai contemplé ce message longtemps avant de répondre. J'ai pensé à me montrer cruelle, et j'ai constaté que je n'en avais pas envie, j'ai pensé à me montrer chaleureuse, et j'ai vu que je n'en avais pas la force non plus, pas encore. Je lui ai donc dit la vérité, la seule chose qu'il me restait à offrir, je ne pensais pas avoir le choix, ai-je répondu. Toi, tu l'as. J'ai appris par Colette comment se sont passés les mois suivants pour ma sœur, la maison qui lui avait été promise comme un cadeau est devenue une charge qu'elle ne pouvait assumer et qu'elle ne pouvait pas vendre facilement. Car la vendre aurait signifié admettre à voix haute ce que toute la famille avait refusé d'admettre pendant si longtemps, que cette maison n'avait jamais été un actif, mais une simple facture que je réglais discrètement. Paige a dû prendre un deuxième emploi. Elle a dû apprendre à 31 ans ce que j'avais appris à 19 ans, que 1850 $ est un chiffre bien réel, qu'il arrive à échéance que vous vous sentiez prête ou non, et que personne ne viendra le payer à votre place. Je n'ai éprouvé aucun triomphe à cet égard, j'avais porté ce fardeau exact pendant 6 ans, et je savais précisément combien il était lourd. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus calme et difficile à nommer, la prise de conscience que je l'avais protégée d'une réalité à laquelle elle aurait dû être confrontée 10 ans plus tôt. Et que ma protection n'avait pas été de la bonté, et elle avait été l'instrument même qui l'avait maintenue dans son rôle de passagère dépendante. La chose la plus généreuse que j'ai jamais faite pour ma sœur, au bout du compte, a été de m'arrêter. Elle et moi ne sommes pas proches aujourd'hui, et nous ne le serons peut-être jamais. Mais il y a une différence entre le silence qui nous sépare aujourd'hui et celui d'autrefois. L'ancien silence consistait pour moi à tout intérioriser, celui-ci n'est que de la distance, honnête et saine, deux personnes qui savent enfin exactement ce qu'elles se sont coûtées l'une à l'autre. Je n'ai pas mis mes parents à la rue. Je tiens à le dire nettement, car la version de moi que ma mère vend est celle d'une femme qui a détruit sa famille, et je préfère que vous ayez les pièces justificatives. Je leur ai donné la fiche des options réelles, les chiffres, les portes de sortie: refinancer, vendre, emménager dans plus petit. J'ai proposé de les aider à comprendre chaque point comme je le ferais pour n'importe quel client, parce que c'est mon métier et que j'étais sincère. Ce que je refusais de faire désormais, c'était de porter la charge à leur place. Voici vos options, ai-je dit à mon père lors de la seule conversation que nous ayons eue après le mariage. Je vous aiderai à les comprendre. Je ne paierai plus pour vous. C'est là toute la différence désormais. Il n'a pas dit merci, je ne m'y attendais pas non plus. Les conséquences subies par mes parents n'étaient pas des punitions inventées par mes soins, elles n'étaient que le poids d'une maison s'abattant enfin sur les épaules de ceux qui y vivaient, le poids exact sous lequel je m'étais tenu en silence pendant 6 ans pendant qu'ils racontaient à tout le monde que j'étais celle qui prenait. Ma mère avait dit que Paige m'avait vu prendre la vie qui aurait dû être la sienne, au bout du compte, Paige a eu cette vie à la maison, l'adresse, la bénédiction. Elle a juste hérité du prêt avec. C'était cela, la vie que j'avais portée tout ce temps.
Je vais vous raconter comment cela s'est terminé, parce que les fins comptent, et parce que celle-ci est plus humble et plus paisible que ce à quoi vous pourriez vous attendre et j'en suis venu à croire que c'est ce qui la rend réelle. À la fin du mois de mai, environ 3 semaines après le mariage, je suis retourné à la maison de mes parents une dernière fois. Je suis entré avec la clé de grand-mère Nora, celle que j'avais gardée sur mon trousseau pendant des années, celle dont je m'étais servi pour pénétrer dans une maison que je maintenais debout. Il n'y avait personne, ou personne n'est sorti de sa chambre, peu importait, je n'étais pas là pour parler. J'ai posé la clé sur le plan de travail de la cuisine, là où il la verrait. Ma grand-mère m'avait dit qu'une maison n'est faite que de murs jusqu'à ce que quelqu'un décide de la maintenir debout. J'avais passé 6 ans à penser que ce travail m'incombait, que si je cessais de la soutenir, je serais celle qui la ferait s'écrouler. Ce que j'ai enfin compris en me tenant dans cette cuisine, c'était la seconde moitié de sa phrase, celle qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de prononcer, on a le droit de décider que ce n'est pas à soi de maintenir la maison debout, on a le droit de déposer la clé. Je n'ai pas laissé de mots, il n'y avait plus rien à expliquer. J'ai posé la clé sur le comptoir, je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi par réflexe. Puis j'ai réalisé que je ne pouvais plus la verrouiller de l'extérieur parce que je venais de rendre la clé, et je suis resté sur le porche à rire doucement de l'étrangeté de cet instant. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne pouvais plus entrer dans cette maison. Cela ne ressemblait pas au fait d'être enfermé dehors, cela ressemblait à la liberté. Je chéris ce moment sur le porche, parce qu'il m'a appris quelque chose que je veux conserver. Pendant 6 ans, j'avais cru que si je lâchais cette maison, je serais celle qui la ferait s'écrouler, que toute la structure de ma famille reposait sur moi. Et que prendre du recul ferait de moi une destructrice. Mais je me tenais sur ce porche, sans accès à cette maison que j'avais portée, et rien ne s'est effondré. La maison était toujours là. Mes parents étaient toujours là. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner parce que j'avais déposé une clé. Tout ce qui s'est arrêté, c'est mon rôle dans une histoire où ma seule fonction était de payer. Il s'est avéré que le plafond que j'avais si peur de laisser tomber n'avait jamais été le mien à porter, j'étais simplement la seule personne disposée à me tenir dessous. Owen et moi avons notre propre chez nous désormais. Ce n'est pas grand, mais c'est à nous, nos 2 noms sur l'acte de propriété, nos 2 salaires pour le prêt et une arithmétique que je n'avais jamais eu l'occasion de pratiquer auparavant, celle où la personne qui paye et la personne qui a sa place ici sont enfin la même personne. Il y a une nouvelle clé sur mon trousseau là où se trouvait l'ancienne. Colette passe nous voir le dimanche parfois, elle est la famille que j'ai gardée, ou peut-être la famille que j'ai choisie, ce qui s'avère être un droit auquel on a accès. Mes parents et moi ne sommes plus en contact, ou à peine, un message de temps à autre auquel ni eux ni moi ne répondons vraiment. Il n'y a pas eu d'excuses, pas de réconciliation larmoyante, pas de scène où ils auraient enfin compris, j'ai cessé d'attendre cela. C'est la chose dont je suis la plus fière, plus discrète que tout le reste, car j'ai finalement obtenu mon unique phrase pas de la façon dont je l'avais imaginé. Ma mère n'a jamais dit, tu nous as porté et nous l'avons vu, et elle ne le dira jamais. Mais quelque part entre le café, le plan de travail de la cuisine et cette nouvelle clé, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de l'entendre. Je savais ce que j'avais porté, je savais ce que cela m'avait coûté. Je n'avais pas besoin que les gens qui s'étaient appuyés sur le mur reconnaissent que le mur était là. Le mur le savait, moi, je le savais. Si vous avez passé des années à être utile à des personnes qui n'ont jamais appris à vous estimer, j'espère que vous percevez la nuance, être utile et être estimé ne sont pas la même chose, pas plus que payer pour une maison et posséder sa propre vie ne sont la même chose. Il m'a fallu 34 ans et un micro ouvert pour apprendre à faire la différence. Owen m'a demandé, cette première semaine dans notre nouveau logement alors que nous déballions les cartons, ça va? Et je suis resté là, une assiette à la main, sur le point de rire, parce que pour la première fois de mon existence, c'était une véritable question, pas un ordre de mission. Pas une facture, simplement un homme qui voulait savoir comment j'allais et qui attendait la réponse. Oui, ai-je dit. Et c'était vrai. Les gens me demandent parfois si je regrette la manière dont les choses se sont passées et le micro, le jardin, les 120 invités, si j'aurais souhaité trouver une façon plus discrète. Et la réponse honnête est que je n'ai pas choisi ce micro était un accident. Mais je ne regrette pas que la vérité ait éclaté au grand jour. Pendant 34 ans, la version que ma famille donnait de moi a vécu dans chaque pièce où je n'étais pas, et je n'ai jamais pu lui répondre, parce que lui répondre aurait fait un scandale, et faire un scandale était la seule faute impardonnable. Il a fallu un micro ouvert et la propre voix de ma mère pour que la vérité puisse enfin être aussi retentissante que le mensonge avait toujours eu le droit de l'être. Je n'ai pas détruit ma famille ce jour-là, ma famille était déjà ce qu'elle était.
Tout ce que j'ai fait a été de cesser d'être le mur qui empêchait tout le monde de s'en apercevoir. Ma famille a passé 30 ans à m'apprendre que j'étais capable de tout assumer. Ils le pensaient comme un compliment et comme une assignation à résidence, et j'ai répondu aux deux pendant la majeure partie de ma vie. Ils n'avaient simplement jamais imaginé que la seule chose que je déciderais finalement d'assumer serait de partir. Il s'est avéré que j'en étais capable. Ce fut la facture la plus facile que j'ai jamais payée.